Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre troisième épisode de Canada. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce qui vient de se passer pendant les huitièmes de finale de la CAN. Donc je me retrouve avec une très belle équipe encore une fois. Je pense que vous les connaissez tous. Donc on a en face de moi le grand Babacar, star de l'émission. À sa gauche, Malik. Le welcome back. He's back. Et à ma gauche, Walid. On m'a dit qu'on m'avait kiffé au précédent épisode, donc je suis revenu. Il fallait que tu restes là. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, les gars, franchement. Je pense qu'on va avoir une belle discussion parce qu'il s'est passé pas mal de choses encore une fois. Ouais, ça en est On a eu des affiches très très belles. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Toi, Babacar, peut-être si tu veux commencer. J'ai apprécié regarder certains de ces huitièmes de finale. Bon, on a eu quelques matchs qui étaient pas mal soporifiques, comme Mali-Tunisie. Il y en a qui disent que c'est le pire match de la CAN. Exactement. Je le dis, je fais partie des gens qui disent ça. Totalement vrai. Il y en a qui disent que c'est le pire match qu'ils ont vu de leur vie. Quand Mais franchement, assez content de la compétition et impatient des quarts, on va avoir des belles affiches. Ouais, je suis d'accord. Le niveau était quand même assez élevé, honnêtement. C'était pas des matchs faciles, même si, encore une fois, tous les favoris, sans passer, presque, se sont qualifiés. Je trouve que tous les favoris, à part, on va dire, Tunisie, Mali, où c'était du 50-50, mais toutes les équipes logiques qui devaient passer sont passées. On a des quarts de finale où il y a toutes les grandes nations d'Afrique qui sont toutes là. Je pense que ça fait longtemps que ça ne s'est pas passé. Ouais, effectivement. Il y a même toutes les équipes du chapeau 1, avant le tirage au sort de la CAN, elles sont toutes en quart de finale. Okay. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu autant de grandes affiches en quart de finale. C'est niveau Ligue des Champions. Là. Ouais. Non, franchement, là, c'est fort. Je pense que c'est pour ça que la CAN attire autant de regards. On a vu le nombre d'influenceurs qui sont venus voir la CAN, le nombre de stars, de sportifs, etc. Je pense qu'il y a une vraie hype cette année autour de la CAN. Zidane, la Baraka. On en a déjà parlé pour l'Algérie, mais on a pu voir Gims, Dadju, match Congo-Algérie. Les influenceurs qui sont d'origine algérienne ou même d'origine africaine. Même les Marocains aussi. Les Marocains sont là, etc. Je pense que c'est particulier cette année et qu'on a rarement vu un tel engouement autour d'une CAN. Et franchement, nous-mêmes, ça nous hype en fait finalement. Donc, ouais, parce qu'en tant que tel, comme on a dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de grosses affiches en quart de finale parce qu'il y a toutes les grandes équipes. Et des beaux matchs aussi. On parlait du Mali-Tunisie qui était catastrophique. Ouais. Mais on a eu des matchs de fou finalement pendant cette CAN. Donc ça donne envie de voir la suite et ça donne envie de suivre la compétition. À suivre. On peut partir sur ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu tout ce qui s'est passé niveau huitième de finale, qu'on débriefe rapidement chaque match. Donc premier, on en a parlé un peu, Mali-Tunisie. Moi, je trouve franchement... On n'a pas besoin de passer trop de temps sur ça. Il faut qu'on en parle quand même. Faut qu'on en parle. Moi, j'ai beaucoup pensé à Mathès, le pauvre, franchement. Franchement, il nous avait dit en plus qu'il ne sentait pas tant que ça. Mais moi, je trouve encore une fois, la Tunisie me déçoit, c'est grave. Je veux dire, déjà que le match, c'était pas le plus beau match à voir, c'était compliqué. À la fin du match, à la 88e, je crois, tu marques. Tu te dis, c'est bon, c'est fini, on se qualifie. Et tu trouves un moyen de concéder un penalty 2 minutes après. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement, c'est des tocards. Franchement, ils sont pas prêts pour la grande compétition. Ils sont pas prêts pour les quarts, pour les demi. C'est un club qui me fait rappeler Dortmund ou l'Atlético Madrid. Littéralement. Sûrement. Je pense que tu les sauces un petit peu parce que la vérité, Dortmund, ils sont partis niveau. Loin, mais la Tunisie, ils sont réguliers. Ils vont toujours passer les phases de poule. Mais à partir de là, ça va pas aller plus loin. C'est le néant, c'est de l'incertitude à chaque fois. Non, mais là, leur élimination, elle est méritée. Et à partir du moment où, sur un match, surtout un huitième de finale, tu es en supériorité numérique pendant presque 100 minutes. C'est ça le pire. Et que tu n'arrives pas à prendre l'avantage, malgré, oui, évidemment, que du coup, le Mali, derrière, après ce carton, ils vont forcément se replier tous en défense. C'est mérité pour moi leur défaite. Et honnêtement, sur pour les autres matchs-là, ils n'ont aucune excuse. Il n'y a aucune chose que tu peux dire qui va dans leur sens, tu vois. Ils auraient dû l'emporter facilement. Encore une fois, même après le penalty qu'ils concèdent, tu as encore 30 minutes, en fait, tu vois. À 11, encore une fois, à 11 qu'on dise. Donc, tu t'attends à mieux. Est-ce que la Tunisie, c'est une grande nation de foot africain ? En vrai, à ce niveau-là.
Non, pour moi, toutes les grandes nations, elles font partie des quarts de finale en ce moment. Après, bon, faut pas être aussi dur que ça. Tu prends l'Algérie, les 2 dernières CAN, on passe pas les poules. Ça veut pas dire qu'on n'est pas une grande nation de foot. Mais eux, tu vas pas juger. Ils ont pas un grand... je pense qu'ils ont jamais eu un grand parcours en termes de Coupe d'Afrique, la Tunisie. Ouais, ils ont une seule CAN. On n'a pas une CAN et elle date. Hein. C'était en 2004 et c'était chez eux. C'était chez eux. Sauf que si on parle de justement le match en question de la Tunisie... Je pense que si on est vraiment objectif et si on est un peu plus sévère, même le Mali ne méritait pas de passer. Ouais. Oui. C'était un match où si on pouvait sortir les 2 équipes, tu les sors les 2. Ouais. Après, respect aux Maliens parce qu'un match, ça se gagne, que ce soit pendant la rencontre ou au tir au but. Et ils ont su aller jusqu'au bout. Et c'est là qu'on se rend compte qu'une équipe est solide. Et ils n'ont pas démérité de passer, même si le match était quand même éprouvant à regarder. Ouais, c'est ça. Tu dis même le Mali ne méritait pas de passer, mais en même temps, à partir de la 26e, t'es à 10, t'arrives à les emmener jusqu'en prolongation. Tu encaisses un but à la 88e. Et tu marques après. C'est ça, tu trouves le moyen de... Même la séance de tir au but. Ah oui, les gars, la séance de tir au but. Même ça, c'était un calvaire à regarder. Alors que j'imagine pour les propres supporters, que ce soit maliens ou tunisiens... La séance du tir au but, quand Bissouma il tire en premier et que je le vois l'envoyer, mais en dehors du stade. Même la séance, elle était moche. Après, bon, gardien du Mali, il en sort quand même 2. Donc, donc il les sauve un peu, tu vois. Mais... Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que Dahmen, le gardien de la Tunisie, tu sens qu'il est pas serein. Genre, il plonge, même quand il plonge du bon côté, il met pas bien sa main l'avait touché, la balle, et c'était pas une main ferme. Il met pas bien sa main, tu sens qu'il y a un manque de confiance. Et c'est un peu ce qui plane autour de l'équipe de la Tunisie, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu, justement, malgré la supériorité numérique, ils n'ont pas pu le faire et marquer un 2e but. C'est que c'est une équipe qui est pas sereine. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont payé... Et qui manque de fulgurance. C'est ça. Honnêtement, la qualification du Mali n'est pas déméritée du tout. Non, et leur prochain adversaire, du coup, c'est le Sénégal. Et moi, je veux entendre Babacar sur ce Sénégal-Soudan. Parce que Sénégal-Soudan, tu t'attends quand même à ce que le Sénégal... Bon, il y a 3-1. C'est un beau score. Ouais. Mais je pense que dans le jeu, on n'y est pas encore. Comme j'avais déjà dit à la fin de la phase de groupe, fallait qu'on se rassure, nous, tout d'abord, parce que lors du dernier match, les changements qu'il avait fait, le sélectionneur, on a vu qu'au milieu, c'était pas trop ça. Dans la création de jeu, conservation de balles non plus, c'était pas trop ça. Et moi, je me rappelle de Stan qui disait justement que l'un des éléments clés de l'équipe du Sénégal, ça allait être Pape Gueye, et que lorsque tout le monde, lors du 3e match, a demandé de voir Pape Matar Sarr, qui a fait une performance pas si top que ça justement, il avait totalement raison sur son point. Pape Gueye, là, sur ce match incroyable, Sadio Mané, encore une fois. Encore, il porte l'équipe, franchement. Vraiment, quand on disait ces joueurs d'expérience et qui ont de niveau international, qui sont capables de faire la différence et qui sont très importants pour les équipes qui veulent aller chercher le titre de champion d'Afrique. Franchement, c'est ces deux-là qui me rassurent actuellement. Vraiment... On s'est fait peur sur le match, on commence en encaissant un but très rapidement, mais justement, je me suis dit, tant mieux qu'on l'ait pris rapidement. Ça nous a forcé, tu vois, à jouer. Sortir les verres du nez, jouer, pousser pour aller chercher l'égalisation tout d'abord. Donc, je suis quand même rassuré. Genre, ça me rappelle le parcours l'année quand on va la chercher, tu vois. En vrai, c'est pas encore trop ça. Mais je trouve qu'on s'améliore quand même, en tout cas, comparé au 3e match. Après, ça reste le Soudan, encore une fois. Face au Mali, ça va être plus compliqué, mais... Ouais, on les attend un peu. On les attend un peu au tournant le Sénégal parce qu'au final, ils gagnent. Ils s'en sortent très bien. Ils ont des joueurs qui, quand même, se démarquent. T'en as parlé, Sadio, même Pape Gueye, il met un doublé. 4 tirs cadrés. Il a beaucoup d'impact dans le match. Il a été franchement très fort, l'homme du match. Et prochain match, ça va être le Mali, une équipe qui va peut-être jouer bloc bas encore une fois. Très probablement. C'est ça. Koulibaly sera revenu. Ouais, il va revenir. Koulibaly sera revenu, ça c'est la bonne nouvelle. Donc il y aura peut-être plus de sérénité. Il a manqué sur ce match, je l'ai vu de fou, sur les contre-attaques des fois. Les joueurs avaient du mal à se replier. Je me rappelle souvent aussi sur le côté droit, je voyais quand ils repartaient, ils arrivaient très facilement vers les abords de surface. Ouais. Pour moi,
Koulibaly aurait fait la différence à ce moment-là. Bah, sûrement que son expérience et le fait que ce soit le capitaine de l'équipe, peut-être que ce serait mieux placé sur cet aspect-là. En tout cas, c'est rassurant de savoir qu'on l'aura face au Mali. Tu vois. Exact. Très bien. Ok, match d'après, Égypte-Bénin, 3-1. Encore une fois, un 3-1 comme celui du Sénégal, mais dans le fond... Il n'y a pas eu de grande surprise. Moi... Mais c'était très dur pour l'Égypte. Hein. Tu trouves? Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'était pas facile pour eux. C'était pas logique. Je trouve qu'ils ont eu du mal à trouver le chemin de défilé. Mais le Bénin, quand tu regardes le but qu'ils ont marqué, le Bénin, c'était vraiment un coup de chance. Oui. Genre, c'est un but qui est arrivé... C'est un but Coupe d'Afrique. Tu sais pas d'où il est arrivé, le ballon il est monté dans les airs, il est redescendu. Mais effectivement, je trouve que l'Égypte, ils ont ce problème-là où ça manque de finition. On avait parlé de Marmouche la dernière fois, sur lequel toi, tu avais mis beaucoup d'espoir, qui, sur ce match, est passé un petit peu à côté de son match. Salah qui a mis son équipe, qui a pu faire la différence et puis marquer son dernier but, mais pas en montrant... C'était pas un grand Salah. Moi, je trouve que quand même, qu'il a quand même mieux joué que sur les autres matchs. Oui, mais ça reste pas son niveau. C'est pas ce niveau qui peut faire la différence en tant que tel. Parce que moi, le joueur qui m'a plu dans ce match-là, c'était Atia. Le latéral qui a marqué, qui a fait la passe décisive pour permettre à son équipe de faire le 2-1. Il a été bon. Je pense Salah, le rôle qu'il a pris dans ce match-là, c'est vraiment le rôle de capitaine. Et après, moi, ce que je lui reproche, c'est que tu sentais que dans la prolongation, quand il y avait des actions qui étaient sur lui, il lâchait pas le ballon. Tu sentais en fait, il se disait que c'était lui qui allait faire la différence. Et donc, ça crée... Tu sens que... Après, ça a mené à un but. Donc, finalement, il avait pas vraiment tort. Mais tu sentais qu'il faisait presque plus confiance à son équipe, finalement. Mais je me souviens quand même d'une action de prolongation où Salah se projette dans la surface. Il y a un joueur de l'Égypte qui vient, il lui donne la balle, il sort presque tout seul en face du but. Il l'envoie au-dessus. Donc, tu rates ça en prolongation. C'est vrai que ça fait en sorte que... C'est dur, mais je trouve que, comparé à un Sadio Mané, Salah n'a pas encore pris ses responsabilités avec l'Égypte. Ouais. En tant que grand match. C'est sûr. Surtout que Salah, tu vois, on parle de son niveau, tu me dis c'est pas le niveau auquel on l'attend. Ouais. Mais c'est normal, ça fait des mois qu'on le voit qu'il n'est pas à son niveau. J'allais dire. Ça fait quand même depuis le début de saison qu'il n'est pas à son niveau. Donc je ne m'attends pas non plus à ce que ce soit le Salah de l'année passée. Clairement. D'autant plus que c'est pendant la CAN. Donc pendant la CAN, est-ce que Salah a déjà été marquant pendant la CAN? Non, c'est ça, il n'a pas encore pris ses responsabilités. Il n'a aucune CAN, toujours pas avec l'Égypte. Pourtant, ça reste l'Égypte, quoi. Ils ont je ne sais pas combien de CAN. 7. Comme on avait déjà dit... Si l'Égypte gagne la CAN, en tout cas, ce sera sûrement parce qu'on aura une montée en puissance de Salah et pas autrement. S'il n'y a pas Salah qui est à son meilleur niveau, compliqué de voir l'Égypte aller très loin. Moi, je mise toujours sur Marmouche. Honnêtement, je mise toujours sur Marmouche. On verra au prochain match, mais c'est vrai que sur ce match, c'était très compliqué pour lui. En plus, il en a raté une au début où Salah l'envoie en profondeur, il arrive devant le gardien, il perd un peu ses moyens. Mais je pense que... je mise encore sur lui. C'est un joueur qui a plein de qualités et je pense qu'il peut encore prouver. Après, le gros morceau qu'ils vont avoir, c'est la Côte d'Ivoire. Parlons-en. Mais ça reste la Côte d'Ivoire, c'est comme, désolé Babacar, c'est comme l'Algérie avec le Sénégal. Égypte, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est leur bête noire, l'Égypte. Ouais. Après, le niveau de la Côte d'Ivoire m'a plus plu dans cette CAN que celui de l'Égypte. Clairement. J'ai vu contre le Burkina Faso, ils les ont éteints au bout de 20 minutes. Ouais. Et Ahmad, il était très chaud. Très chaud. Non, ils ont une très belle génération, la Côte d'Ivoire. Quand on va arriver avec l'Égypte, il y a peut-être ce complexe où quand ils jouent avec l'Égypte, ils perdent souvent contre eux et tout. Donc on ne peut pas savoir. Et c'est les quarts de finale, tout peut arriver. Je suis d'accord. Mais moi, par exemple, pour revenir sur le match du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, je m'attendais à un Burkina beaucoup plus coriace face aux Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire a pu faire la différence. Ils ont vite pris le dessus pendant. Mais c'est pour ça que la Côte d'Ivoire aussi, elle monte en puissance. Ouais. Moi, déjà, face au Burkinabé, malheureusement, ils avaient l'un des meilleurs joueurs qui était absent lors de ce match. Mais la Côte d'Ivoire, quand je vois la montée en puissance de l'équipe, justement, et le niveau d'Ahmad, moi, le seul truc que je peux me dire, et je pense que clairement, ils vont le payer et ils ne vont pas aller la gagner à cause de ça à un moment, c'est le fait qu'en plus d'avoir Amad Diallo, tu aurais pu avoir Nicolas Pepe dans ton équipe. Et tu t'en passes. Et malgré, que là, tu t'en sortes bien face au Burkina, moi, je pense vraiment que ce duo-là, chacun sur une aile, aurait pu tellement faire de mal durant la CAN ensemble. Et qu'on aurait pu potentiellement avoir une Côte d'Ivoire qui irait chercher un double championnat africain, tu vois. Qui sait?
Mais malgré leur bonne performance là, face au Burkina, je pense pas que ce soit le meilleur. Honnêtement, je vous trouve dur. Je vous trouve dur avec la Côte d'Ivoire parce que moi, je vais être honnête, premier match que je vois de la Côte d'Ivoire, le premier match de la CAN, j'étais pas du tout convaincu. Je me suis dit en fait, ok, c'est monté en puissance. C'est les champions, tout ça, ils commencent mal. Après match, contre le Cameroun, ils font une performance solide quand même. Et match après match, tu vois qu'ils s'améliorent. Et le match contre le Burkina, les gars, le Burkina, c'est pas n'importe quelle nation. C'est quand même une nation très forte défensivement, etc. Sur les contres. Après, ils n'avaient pas Bertrand Traoré. C'est ça. Blessé, il est rentré vers la fin, à la 70e, je crois. Le match était déjà un peu plié. Donc ça, je pense que ça joue beaucoup. Parce que ton meilleur joueur n'est pas là. Tu joues la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Mais le match de la Côte d'Ivoire, les gars, moi j'ai trouvé qu'ils étaient très forts. Hein. Ouais, moi aussi. Non, mais sur les phases de transition, comment ils vont super vite vers l'avant, c'est quand même fort. Et c'est le Burkina en face. Encore une fois, c'est pas n'importe quoi. Donc, je vous trouve quand même assez dur à dire qu'il leur manque encore quelque chose. Honnêtement, moi je les mets parmi les favoris. De toute façon, tout ce qui reste, c'est que des favoris, vous me direz. Mais clairement. À part le Mali. Moi, je vais revenir sur ce que disait Babacar. Tu as parlé d'Amad Diallo, mais même Diombe, il a été vraiment bon, je trouve. Tu vois en attaque que même tu sens qu'il y a une cohésion en attaque qui fait qu'ils peuvent être super dangereux. Moi, quand j'ai vu la Côte d'Ivoire, ils m'ont un peu fait penser sur certaines phases de jeu au Nigeria, dans le sens où c'était super fluide, ça allait vite et ça trouvait le chemin défilé sans trop grande difficulté. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, Malik. Oui, moi, si t'es dit, dans ce match-là, la Côte d'Ivoire, c'est dans toutes les huitièmes de finale, c'est l'équipe qui m'a vraiment impressionné. Parce qu'ils sont rentrés, ils ont tué le suspense au bout de 20 minutes. C'est ça. Et la cohérence de leur équipe, et ils sont montés en puissance. Et ils ont un joueur, comparé à l'Égypte, qui peuvent avoir ça avec Salah. Mais là, à l'instant T, la Côte d'Ivoire a vraiment un joueur qui fait la différence, qui est Amad. Ouais. On l'attend, il répond présent. But, passe décisive, et il a fait tout au long de la compétition. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi un truc pendant la CAN qui peut vraiment aider les équipes et faire en sorte que tu aies un match. C'est que justement, quand tu as dit quand il n'y a plus de suspense au bout de 20 minutes, quand l'équipe elle prend l'ascendant rapidement, dans des matchs comme les matchs de la CAN, ça fait tout de suite la différence. Ouais. Et tu sens que les équipes, elles ont du mal à revenir. On a eu quelques exceptions. On prend le match du Nigeria contre la Tunisie. Mais si tu prends en globalité, quand une équipe elle prend l'ascendant, généralement, c'est dur de revenir. Donc des équipes comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, de ce qu'ils ont montré, qui prennent l'ascendant tout de suite très vite, va revenir au score, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Ok, match suivant du coup, Cameroun, Afrique du Sud. Quel match? Honnêtement, le Cameroun est passé, mais l'Afrique du Sud, ils ont tellement manqué ils ont tellement raté d'occasions. Ils ont un problème de finition de malade. Ouais. Et le Cameroun a su être clutch. Ils ne sont pas 5 fois champions d'Afrique pour rien. Ils ont l'histoire en eux de la Coupe d'Afrique. Et quand il fallait marquer, ils ont marqué. Ils ont su défendre. Enfin, su défendre, c'est un grand mot. Mais eux, ils n'ont pas raté leurs occasions. Comparé à l'Afrique du Sud, ils ont tellement manqué. Et en même temps, quand tu as un Baleba qui est dans cette forme, c'est étincelant. Le match qui sort, encore une fois, c'est la passe à l'aveugle là, qu'il fait du milieu de terrain et qui envoie, je ne sais plus qui, devant le gardien. Non, mais moi, lui, il m'a choqué. Je trouve que sans lui, le match n'aurait pas du tout tourné de la même façon. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où l'Afrique du Sud, franchement, ils ont eu des chances. Hein. Ils ont eu des chances de recoller, sachant qu'ils perdaient 2-0. Tu as une chance de revenir à 2-1 bien plus tôt. Il la rate. Ensuite, il marque le 2-1. Il se retrouve vers la toute fin à vouloir jouer les derniers ballons. Et ça, c'était plus compliqué pour eux. Mais franchement, ils ont eu leur chance. Ouais. Mais le Cameroun aussi. Franchement, moi, le Cameroun, ça m'impressionne quand même. Hein. Je trouve qu'ils sont solides. Ça va vite devant. Ils ont un très bon milieu. Mais effectivement, tu vois sur certaines phases une sorte de déconcentration défensive. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Et ils commencent à se relâcher et ils concèdent des occasions. Je pense avoir vu ce match-là. Je pense que c'est le plus beau match des huitièmes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais en termes de jeu, en termes d'intensité, en termes de suspense, on a vu l'Afrique du Sud sur la première mi-temps vraiment faire la diff. Pas suffisamment pour trouver le chemin défilé, mais ils ont attaqué, ils ont eu plein d'occasions malheureusement qu'ils n'ont pas concrétisées. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps, mais le Cameroun, après la mi-temps, ils sont revenus, ils ont verrouillé la défense. Et ils ont marqué direct, ils mettent le 2-0. Ils mettent le deuxième but et ils verrouillent la défense. Et ils ont su gérer leur match. Et comme disait Malik, tu as l'expérience de la CAN, etc., qui se ressent dans des matchs pareils où c'est des petits détails qui font la différence. Des petits détails, tu arrives à maintenir ton score et tu prends l'ascendant psychologiquement. Donc franchement,
Cameroun, comme je l'avais dit précédemment, c'est vraiment une équipe qui monte aussi. Qui monte en puissance, qui sort du lot et qui nous montre que le niveau qu'elle a montré ces dernières années, c'est plus pareil. Là, on est en train d'assister au retour peut-être d'un grand Cameroun. Non, mais c'est ça, je suis d'accord avec vous, dans le sens où moi, je voyais l'Afrique du Sud passer, mais ils n'ont pas été assez efficaces, justement, et sûrement que le manque d'expérience, ça a fait que ça a joué mentalement une fois qu'ils ont encaissé le deuxième but dès le retour de la deuxième mi-temps, et ce qui les a tués. Prochain adversaire du Cameroun, le Maroc. Donc Maroc-Tanzanie, 1-0 pour le Maroc. Victoire très difficile pour eux. Ouais, match compliqué, mais encore une fois, comme j'avais dit, Brahim Diaz, joueur très attendu par les Marocains et que nous on surveille. On se rappelle la tech de Moratez, Brahim Diaz qui va rentrer titulaire au Real après la CAN. Mais du coup, match compliqué pour le Maroc, alors qu'en vrai c'était le moment parfait pour se booster en confiance, surtout quand tu sais que tu vas affronter à Cameroun à la prochaine étape. Cameroun qui a l'habitude d'éliminer le pays organisateur également. Et comme je disais, qui a l'expérience de la CAN, c'est une équipe de CAN, donc vraiment une équipe qui doit faire très peur aux Marocains, je pense, actuellement. Et leur prestation, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'était pas rassurante. Le Kaby, c'était pas son meilleur match surtout de la compète. Face à une équipe, la Tanzanie, qui ne s'était jamais qualifiée pour les phases suivantes. Ça, c'est l'info de Melik. Mais, est-ce que tu trouves, on va polémiquer un petit peu, qu'à la fin, il y avait péno ou pas? Je suis d'accord. En vrai, pour moi, ouais, à la fin, il y avait péno. Pour moi, non. Ah ouais? Pour moi, non. Charge dans le dos, comme ça, dans la surface. Moi, j'ai revu l'action, les gars. Franchement, tu regardes la charge dans le dos. Elle est légère. En fait, moi, je trouve que le joueur tanzanien se jette avant. À peine il va mettre le bras, il se jette. Moi, je trouve que c'est la même faute c'était France-Angleterre en Coupe du Monde, où Kane, il se prend la même charge dans le dos et il tombe dans la surface. Il a pris péno pour ça. Moi, je trouve que c'était la même chose, honnêtement. Et le truc, c'est qu'on n'a même pas checké la VAR. C'est vrai. Ça, je suis d'accord. Ça, c'était l'arbitrage maison. Exactement. Un peu. Tu checkes même pas la VAR, tu devrais la check. Mais pour moi... Je sais pas. Moi, je suis pas convaincu qu'il y ait péno, honnêtement. Imagine si c'était ton équipe. Tu vois cette action, tu vas dire qu'il y a péno. Et objectivement, je trouve qu'il y avait péno en tant que tel. Moi aussi, je trouve qu'il y a péno, et d'autant plus qu'on a vu que la VAR était checkée pour des choses beaucoup moins importantes et décisives que ça. Là, tu as une équipe qui perd 1-0 et tu as potentiellement un penalty et tu prends même pas le temps de checker. Moi, je suis d'accord avec Melik sur le fait qu'il y a penalty. D'autant plus que tu arrives à ce moment-là du match. Tu peux pas te permettre de faire un contact brutal avec l'attaquant. Parce qu'il joue pas le ballon. Dans la surface. Pour moi, c'est pas si brutal que ça. Mais il joue pas le ballon. Ouais. Mais je vois ce que vous voulez dire, mais je te jure, en regardant le ralenti plusieurs fois, moi je trouve vraiment que le joueur tanzanien, s'il avait attendu peut-être un peu plus et que le défenseur mette plus de charge, oui. Mais je trouve qu'à peine il le touche, il plonge. S'il n'y avait pas eu la charge, il serait encore debout. Le joueur, c'est la 90e, bien sûr, tu vas la jouer. Tu vas te jeter pour avoir un péno. Tu tombes. Je sais pas, moi je suis pas convaincu. Honnêtement, je suis pas convaincu. Je défends pas forcément l'arbitrage maison comme on a dit, parce que oui, il y a eu des actions sur lesquelles, dans les matchs avant, peut-être sur le Mali-Maroc, là je trouve que oui, ils ont eu quand même un peu... Pas d'aide, mais voilà, il y avait peut-être plus de discussions là-dessus. Et puis même le match... Si on revient un peu au match de la Tanzanie, en vrai, vous dites c'est un match difficile, etc. Mais ils arrivent bloc bas, ça joue pas, ça joue que sur des contres, ils en ont raté. Clairement. Moi, c'est ça qui m'a pas rassuré avec le Maroc, c'est sur contre. Franchement, ils se sont fait prendre sur contre plusieurs fois. Ouais. Ils ont eu une grosse occasion, la Tanzanie en deuxième mi-temps, qu'ils loupent, et une grosse occasion en première mi-temps aussi. Bois quasiment vide, il met sa tête, il la met en l'air au lieu de la mettre dans le but. Tu sens clairement que le Maroc, malgré le niveau qu'ils ont montré qui n'est pas leur meilleur niveau, ils méritaient clairement de prendre l'ascendant et de gagner le match. C'est pour ça que je trouve que ça fait de la peine, parce que ça dessert un petit peu l'équipe marocaine, parce qu'il y a eu la polémique du penalty alors qu'ils méritaient clairement de gagner ce match. Oui, c'était l'équipe la plus forte. C'est l'équipe qui méritait de gagner. Mais après, c'est clair que je pense, au-delà du fait qu'on a dit qu'il restait que des favoris, que des top équipes, etc. Je pense qu'on a pu voir aussi les top équipes montrer leur faille pendant ces huitièmes de finale. C'est vrai.
que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, on en parlera plus tard, que ce soit l'Afrique du Sud qui nous a montré de très bonnes qualités en début de compétition, qui tombe. Donc on a vraiment de tout et on peut s'attendre à tout finalement. C'est pour ça que, comme tu as dit, toutes les équipes qui sont qualifiées et qui sont là peuvent être favoris et prétendre au titre. Ouais. Ben, c'est ça. Donc prochain match Maroc-Cameroun. Et match suivant, Nigeria-Mozambique. On en a parlé un peu. Nigeria qui plie le match quand même assez rapidement. Autre information, c'est la première fois que la Mozambique passe les phases de poule. Non, mais Nigeria, Mozambique, on n'avait pas de. Ouais, moi, j'avais dit, je voyais un 6-0. Bon, c'est vrai, j'étais pas loin. Pas très loin. Mais ouais, super performance de Lookman, encore une fois. Franchement, en route pour aller chercher le joueur du tournoi, qui sait. Mais franchement, le Nigeria qui se rassure, je trouve. Ils ont encaissé un but sur le match, je sais plus, non, ils ont pas encaissé. 4-0 net. Donc, tu vois, bon, après, c'est le Mozambique, évidemment, c'est pas une équipe dangereuse, très dangereuse offensivement. Je sais pas la stat exacte combien de buts ils ont marqué dans la compétition, tu vois, mais c'est rassurant pour eux, du coup, à faire attention à pas se reposer sur cette victoire du prochain match. Un match piège. Exactement, parce que c'était un match, franchement, une balade. Ouais, franchement, c'était même Osimhen, tu vois, il met un doublé. Le doublé, il lui est servi, quoi. Il est là, il a juste à mettre son pied. Repos. Lookman fait tout le travail. Offensivement, franchement, c'est une tuerie, le Nigeria. Ouais. Franchement, c'est une tuerie. Mais ils n'ont pas encore eu de grosses équipes jusqu'à maintenant dans la compétition. Ouais. Ils n'ont pas encore eu. C'est vraiment l'écart où on va voir toutes les équipes, ce qu'elles valent. Je suis d'accord. Parce que le Tunisie-Nigeria, c'est vrai qu'on l'attendait au début de la CAN. Au final, la Tunisie, on voit qu'ils sont pas. Ils ont quand même réussi à leur marquer 2 buts. Ouais, c'est vrai. Je vais te répondre, Babacar. Le Mozambique, ils avaient même battu le Gabon, dis-toi. C'est vrai. En phase de poule, ils avaient marqué 3 buts. Ils ont marqué 1 ou 2 buts sur les autres matchs. J'avais misé sur le Gabon. Ouais. Bah après, tous. Ils ont marqué un autre but, donc 3 buts dans la compétition. Okay. Ouais. Il y a peut-être autre chose à dire aussi sur le Nigeria, non ? Ouais, le Nigeria, déjà, on a vu que lors du dernier match, il y a eu des tensions qui sont passées. Justement, on parlait des 2 top joueurs, donc Lookman et Osimhen. Sans qu'il y ait des mésententes, ça a un peu polémiqué. Et là, la suite du dossier, c'est que le problème n'a pas été réglé. Il y a eu des interventions de part et d'autre. Et après, ils ont expliqué qu'il y avait eu le conflit. Ils n'ont pas nié parce que ça s'est vu. Et il y a des rumeurs. C'est des informations. On prend après avec des pincettes. À prendre avec des pincettes. Mais ça dirait que l'équipe pourrait potentiellement boycotter l'entraînement qui précéderait le match face à l'Algérie. J'ai vu. Et il y a aussi une autre raison qui pousse le boycott de l'entraînement. C'est le fait qu'ils n'auraient pas eu leur prime de match. Donc, c'est pas juste par rapport au conflit, mais on voit que ça va pas très fort dans le vestiaire nigérian. On sait pas où est-ce que ça va aller. C'est vraiment dommage parce que c'est une équipe quand même qui a montré d'énormes qualités et qui est l'une des meilleures équipes de cette CAN. Et que ça se complique à ce niveau-là, je pense que ça serait dommage pour eux. J'avoue. On espère que ça va s'arranger. Mais on prend ça avec des pincettes. Évidemment. Parce que je pense que les disputes comme ça entre joueurs de foot, ça arrive. Mais c'est pas juste la dispute, justement. Là, ça parle vraiment de la prime. C'est pas à cause de la dispute qu'on parle de justement faire grève à l'entraînement. On parle vraiment qu'ils n'ont pas été payés. Après, bon, je pense mon point de vue, c'est quand tu joues pour ta nation... C'est pour les supporters, c'est pas pour... On s'en fout un peu de tout ça, mais bon, écoute, c'est des joueurs, ils sont payés pour ça. Donc, effectivement, s'ils n'ont pas eu leur paye, ils ont le droit de faire ça. Mais moi, je trouve que c'est un peu moche pour la compétition, surtout que le prochain match, c'est un quart de finale Algérie-Nigeria. Voir comme ça autant de conflits dans cette équipe du Nigeria, c'est un peu... Ouais. Je rigole, les gars, voilà. Franchement, les gars, déclarez forfait, annulez, battez-vous, faites ce que vous voulez, envoyez-nous en demi. Moi, je suis chaud. Blesse-toi. Non, mais en fait, c'est juste le problème des fédérations africaines qui revient encore. On a eu les problèmes au sein de la fédération du Gabon, la fédération de la Tunisie là, qui tient juste à un fil. Et encore un problème de fédération. Je pense que ça fait de la peine pour le football africain et ça montre qu'il y a encore du chemin. Il y a beaucoup d'extra sportifs. Ouais, l'extra sportif. L'extra sportif qui peut venir détruire la compétition du Nigeria, alors que en vrai, actuellement, ils doivent être parmi les favoris encore une fois, tu vois. Donc, c'est dommage. Ouais. Mais on verra.
Ouais, c'est ça. Algérie-Congo, un petit mot là-dessus. Je pense qu'on avait. En tant qu'Algérien, c'était très stressant. Je sais pas si c'était un beau match parce que moi j'étais trop dans le match. C'était pas un beau match. Non. Mais c'était très stressant et c'était une délivrance de gagner à la 119e parce que je voulais pas les pénaux, honnêtement. Je voulais pas qu'il y ait un scénario Tunisie-Mali. Et le petit but de Boulbina en stream très fort. Le petit but, le grand but. Le grand but, Yaïma. Franchement, faut le mettre. Faut le mettre un but comme ça à la 118e pour délivrer ton pays. Petkovic, encore une fois, choix gagnant. Il a fait rentrer celui qui a fait la passe décisive et celui qui a marqué le but. Bon, Zeloré, on le critique, c'est mérité. Ouais, non, franchement. Par contre, il a su être clutch dans la passe. La dernière fois, vous avez beaucoup parlé d'un gars. Ouais, absent aujourd'hui, Maza. Exactement. Mais je pense que c'est parce que le système de ne pas jouer avec de neuf, ça l'a un petit peu bridé. Mais tu vois, toi, tu dis que Petkovic, il a réussi son coaching. Alors, le coaching, les changements qu'il a fait. Oui. Mais l'alignement de base. L'équipe de base avec laquelle il part, c'est mauvais, honnêtement. Ça aurait pu être bien. Juste, ça a mal fonctionné. Ça aurait pas. Moi, je vois pas comment ça aurait pu être bien parce que on doit avoir un neuf. Tu te prives de Bounedjah, qui est notre seul neuf qui peut tenir la défense, malgré les critiques dont on a parlé, de son comportement, etc. Mais ça reste le seul neuf qui est là, gêne les défenseurs adverses, qui fait des courses, qui est quand même bon balle au pied, qui sait jouer en pivot, etc. Je suis d'accord. Donc, tu vois, Maza, par exemple, tu pouvais même pas le retrouver sur le terrain. Il était bridé, en fait, les Congolais aussi, moi, je trouve qu'ils ont abordé le match. C'est vrai que tout le monde dit qu'ils ont rien fait, ils ont pas attaqué, etc. Mais honnêtement, moi, je trouve qu'ils ont bien géré quand même l'attaque milieu de terrain. Le milieu, mec, je voyais Maza, il y avait 4-5 joueurs autour de lui. Tu pouvais pas casser la ligne. Il y avait aucun joueur qui était capable de briser une ligne pour envoyer le ballon à Maza. En fait, le Congo, peut-être tu vas pas sortir un joueur, tu vas te dire il était incroyable en tant que tel, mais c'est toute l'équipe. C'est toute une équipe qui est très très solide. Mais tu vois, je suis d'accord, mais justement, tu vois, c'est toute une équipe très solidaire, très ensemble, tout ça. Mais tu vois, comme j'avais dit l'autre fois, qui reste ancré sur son jeu défensif. Pour eux, tu vois, offensivement, c'est trop compliqué. Il y a beaucoup de déchets, tu vois, genre... pour moi, c'est pour ça que vous en êtes sortis, tu vois. C'est qu'offensivement, en face, c'est très faible, tu vois. Bambou, tout ce que tu veux. Il n'y a pas eu de proposition offensive. Bon jeu de tête. C'est ça, en fait le Congo, toutes les actions où c'était dangereux, c'était sur des coups de pied arrêtés. Ils nous faisaient stresser. Ça aurait pu trouver le chemin de défilé, mais que ce soit sur un corner ou sur des coups francs, ils arrivaient à créer le danger. Et non, c'est clairement ça. Ils ont verrouillé le milieu. Après, c'est pas suffisant pour... on voyait qu'ils voulaient jouer pour aller jusqu'au tir au but. Heureusement, on s'est pas rendu là, mais ils ont choisi la bonne stratégie pour... C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même une nation qui est en train de bien évoluer. Exactement. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il ne faut pas oublier que, on le dit, offensivement, il manque quelque chose, il manque un peu plus de création. Mais tu vois, un Yohan Wissa, par exemple, qui n'a pas joué parce qu'il n'a pas été sélectionné parce qu'il est revenu d'une grosse blessure, lui, je pense que quand il va revenir dans l'effectif... Ouais, exactement. Pour les matchs de barrage, je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Franchement, ça va leur faire beaucoup de bien. Pour moi, la différence là, c'est l'effectif, en fait, tout simplement. Tu vois, lorsque vous arrivez en prolongation, les joueurs que vous faites rentrer, ils sont beaucoup plus... Oui, c'est vrai que les remplaçants du Congo, ils ont rien plus d'impact que ceux du Congo, tu vois. C'est vrai que Petkovic, il avait pas mal de jokers à jouer. Il y a un bon banc en Algérie. Ouais. Bon. Très bien, super pour ça. Vraiment un point très rapide pour parler un peu de nos pronos de la semaine passée. Pour résumer, on s'est tous trompés sur la Tunisie. Ouais, tout le monde pensait que la Tunisie allait passer. On les a surestimés. Exact, franchement, on les a surestimés. Malheureusement. Moi, c'était mon seul mauvais prono. Les 7 autres étaient bons. Babacar, Walid, vous êtes à 6 sur 8. Vous avez raté aussi, vous avez parié sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, vous pensiez que l'Afrique du Sud allait passer. C'est drôle, j'ai plus parlé du Cameroun pendant l'émission, mais j'ai fini par parier sur l'Afrique du Sud. J'aurais dû suivre mon instinct. Et Moatez, lui, il était à 5 sur 8. Donc, il a raté aussi Tunisie, Afrique du Sud. Et lui pensait que le Burkina allait passer devant la Côte d'Ivoire. Ouais. Au final, c'était complicado. Ouais. Super, passons à un petit top et flop. Citez-moi un peu rapidement les joueurs qui vous ont un peu marqué, déçus, équipe, joueurs, ce que vous voulez. Atia, latéral de l'Égypte.
incroyable. Très, très fort. Moi, c'est pas lui qui m'a le plus choqué sur le match. Moi, c'est les deux joueurs que j'ai vraiment kiffé. Ok. Décisif. Moi, l'Égypte, j'aurais dit Yasser Ibrahim. Ouais, il était bon. Défenseur, il fait un match de malade. Depuis le début de la CAN, il est super fort. Franchement, c'est leur meilleur défenseur, honnêtement. Ouais, c'est vrai. Et c'est lui qui met le but du 2-1, la délivrance, il met un... C'est Atia qui lui fait la passe. Ouais, bien sûr. Non, Atia, il a fait un gros match aussi. Il fait but, passe D. Ouais. Et lui, il met quand même une tête... ouais, c'est vrai. Il lobe le gardien, il tape le poteau. Benzema, Chelsea. Franchement, très, très fort. Très, très fort. Et Ahmad, la Côte d'Ivoire, très très fort. Ouais, son but, sa passe et son apport avec la Côte d'Ivoire, il fait les bons choix. Très moi aussi, fort. moi j'aurais dit Ahmad aussi. La Côte d'Ivoire, ils ont été impressionnants sur ce match-là. T'as Ahmad, après t'as Diombe aussi qui est pas celui qu'on... on l'attend parce c'est quand même un ailier gauche, donc ailier gauche, donc on l'attend quand même au tournant pour faire la diff et pour créer de l'impact. Donc moi, j'ai kiffé, mais c'est vrai que Ahmad, il a quand même mis la barre haut sur les huitièmes. Moi, pour pas reciter ce que vous avez déjà dit, je dirais Baleba et Sadio Mané, Pape Gueye. Ouais, Sadio Mané. Franchement, Totalement d'accord. Top. Sadio Mané, ouais. Top. Je resterai patriote, évidemment, mais bon. Ouais. Après Boulbina. Hein. C'est doit être subjectif. Un petit Boulbiné. C'est ça. Sur... ça va être clutch. Ouais, moi je rajouterais peut-être Hakimi. Honnêtement, moi je trouve avec le Maroc, premier match titulaire, il revient. Moi je trouve qu'il fait un vrai bon match. Il envoie un coup franc sur la transversale à un moment. C'est un beau coup franc. Tu retrouves des qualités de Hakimi qui se projette, qui défend. C'est une valeur sûre. Même sur le but de Diaz. Encore une fois, Diaz, on en a parlé aussi. Ce que je disais la dernière fois, c'est que c'est un joueur spécial qui a cette fulgurance, il peut être messiesque et encore une fois, il fait la différence. Hakimi lui envoie un ballon, contrôle, petit feinte de corps sur le défenseur, il l'envoie. Après, bon, évidemment, il tire. Là, je trouve que c'est clairement pas sa plus belle frappe. Le gardien se trouve un peu, elle rentre. Mais ça reste encore une fois un joueur qui a fait la différence. C'est ce qui lui manquait de base, c'est la constance. Exact. C'est ce que j'allais dire, on critique la constance, mais là, depuis le début de la CAN, il montre quand même qu'il peut être constant et consistant sur plusieurs matchs de suite. Et surtout être un leader d'équipe, parce qu'actuellement, c'est lui l'homme fort du Maroc depuis le début de la compétition aussi. Ouais, mais là, Hakimi est revenu. Et je pense que le duo sur le côté droit, là, Hakimi Ibrahim, ça peut aider le Maroc à aller très loin. Franchement. Moi, c'est sur ça que j'attends le plus le Maroc contre le Cameroun. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer Hakimi Ibrahim, franchement. Ouais. Gros match en perspective contre le Cameroun quand même. Vendredi. Ouais. Que des gros matchs finalement pour ces quarts de finale. C'est vraiment au niveau Ligue des Champions. Pour les précédents matchs, on avait Mozambique par là, le Burkina qui est un peu en dessous, qui est quand même une grosse équipe, mais un peu en dessous. La Tanzanie, mais là c'est bon, c'est vraiment le top du top. Donc les matchs, faut pas les rater les matchs. 50-50, c'est du suspense totalement. Peut-être un dernier qu'on peut citer quand même en guise de consolation pour nos amis tunisiens. Hannibal, honnêtement. Franchement, on l'a dit, la Tunisie contre le Mali, c'était pas le plus beau match de la CAN, très très loin. Mais il a pas lâché. Mais franchement, Hannibal, techniquement, tu vois on sent qu'il est au-dessus. Encore une fois, on le sent. Techniquement, niveau passe, contrôle, on sent qu'il est au-dessus. Différence, les choix qu'il fait, mais son équipe ne suit pas. Ouais, mais bon, j'espère que dans l'avenir, ils vont réussir à bâtir quelque chose autour de lui parce que franchement, ils ont une vraie pépite, honnêtement. Sinon, niveau flop. Moi, je dirais t'as le Burkina qu'on attendait beaucoup plus fort finalement pour mettre en difficulté la Côte d'Ivoire. Et franchement, ils n'ont pas montré les qualités auxquelles ils nous ont habitués. Après, pendant la CAN, en général, j'ai l'impression c'est peut-être pas leur meilleure CAN. Donc on a tendance à dire que c'est des adversaires qui sont durs à prendre, qui ont un jeu qui est, comme on dit, un peu chiant, sarmote, etc. Là, ils n'ont pas spécialement montré ces qualités-là. Ouais. Face à l'Algérie, ce n'était pas le meilleur match qu'ils ont donné. Contre la Côte d'Ivoire, tu sens la dégringolade. Après, on a parlé de l'absence de Bertrand Traoré qui s'est fait ressentir. Mais à quel point sa présence aurait fait la différence face à la Côte d'Ivoire aussi forte. Je ne suis pas sûr que ça aurait fait une grande différence. Donc, moi, c'est mon flop. Moi, j'attends que Babacar me donne un flop, là, côté Sénégal, quand même. Après,
Moi, j'ai l'habitude avec lui, tu sais. Mais Jackson... non. Ouais, genre... En fait, ce gars... pour moi, c'est méchant, hein, mais c'est la plus grande douille du football, de la Première Ligue et tout. Mon club, le Bayern, quand on l'a recruté, je vous promets, c'est mon club. Hein. J'étais en mode, pourquoi on recrute Nicolas Jackson, tu vois. Là, il nous a mis la feinte, début de tournoi, il te met un doublé premier match. Frère, il a disparu depuis. Hein. Genre, c'est catastrophique. Alors que tu vois, c'est quand même un joueur qui a une certaine qualité, un certain niveau de jeu, tout ça. D'où le fait qu'il ait joué en Première Ligue ou que le Bayern ait pensé à lui pour pallier à la blessure de Kane en début de saison. Mais, je sais pas, quand il est en équipe nationale, malgré tout, tu vois, lors du premier match, justement, il nous a donné l'impression que... un espoir. Qu'il était serein. Après, même premier match, il met un doublé, je suis d'accord, mais il rate. Dans le jeu, hein, il rate encore. Il rate énormément. En fait, ce mec, moi, c'est ça que je lui reproche, c'est que il rate toujours. Il arrive à se retrouver toujours au bon endroit, au bon moment, mais il rate. Il rate. Et c'est le problème qu'il avait à Chelsea. Pour ça qu'à un moment, ils ont arrêté de le faire jouer. Là, il l'a envoyé au Bayern. Moi, honnêtement, j'étais étonné qu'il se retrouve au Bayern. Je vais pas te mentir. J'étais très étonné qu'il se retrouve au Bayern. Pareil, moi, qu'on pense à lui pour remplacer... Pas pour remplacer Kane, mais du coup, Kane était blessé. Il fallait avoir une doublure, c'est ça. Exactement. Doublure de Kane. Genre, je suis en mode, pourquoi là, on prend... Après... Je me dis, c'est la Bundesliga, tu vois, dans une équipe comme le Bayern, sûrement qu'il arrivera à planter ses buts, tout ça. Mais là, en tout cas, en équipe nationale, je vois pas pourquoi on continue à le mettre en pointe, là, si les performances, elles restent comme ça. Hein. Je suis d'accord. Contre le Mali, je préfère avoir Boulaïdia que continuer sur un Jackson. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Marmouche. Toi, tu veux me faire. Non, c'est vrai qu'il n'a pas été... Honnêtement. En fait, je cherchais, mais c'était évident. Pour moi, c'était marrant. Je pense que c'est un flop dans l'attente. Ça veut dire que tu as des dans attentes. L'attente de Sheiki. Je vous ai trop hypé. Non, il nous a hypé, j'aurais pas dit. Il nous a dit. un peu hype, mais bon. Ça reste un bon joueur. Moi, il y a un dernier cas que j'aimerais évoquer. Vous allez me dire que je suis peut-être fou, que le foot va trop vite. Mais franchement, les gars, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question sur El Kaabi ? Parce que il rentre... On l'a dit la dernière fois, il réalise un truc de fou, il met quand même 2 retournés, c'est incroyable, etc. Mais à part ça, dans le jeu, que ce soit contre le Mali ou ce match-là contre la Tanzanie, il a beaucoup raté. Moi, je le vois pas. Hein. Moi, je le trouve quand même assez absent. Et on se disait peut-être le Maroc a enfin trouvé son 9, mais je suis pas convaincu. Est-ce que avec le retour d'Igaman, tu mettrais pas Igaman en fait ? C'est trop tard pour moi pour que tu mettes un Igaman live dans la compétition. Ou pas, genre, t'as commencé la compétition. C'est un joueur qui doit rentrer à l'instant T. Regardez Hakimi, les gars. Hakimi, il est revenu, il a repris sa place direct. Igaman, ça reste une valeur sur très bon joueur. C'est pas les mêmes joueurs. Hakimi, c'est quand même Hakimi, c'est top 3 Ballon d'Or. Mais pour te répondre, moi, je pense que le Kaabi, il n'était pas absent parce qu'il a raté beaucoup aussi. Il y a eu beaucoup d'occasions qui lui sont arrivées, mais je pense que pour ce match, ce qui lui a manqué, c'est vraiment la finition. Tu as eu énormément de ballons qui sont arrivés jusqu'à lui. Il arrive à se placer comme il faut, mais ça ne trouve pas le chemin de défiler, surtout en première mi-temps. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. Mais comme a dit Babacar, à ce stade de la compétition, je pense que n'importe quelle équipe ne prendrait pas le risque de changer complètement son dispositif. Et surtout pour un attaquant de pointe, un numéro 9, miser sur un autre numéro 9 en quart de finale, c'est quand même risqué. En tout cas, c'est sûr qu'il rentrera. Tu vois, face au Cameroun, là... Voir Regragui décider de mettre Igaman directement titulaire sur un quart de finale face aux défenseurs qu'il aura en face, même le milieu de terrain, je serais inquiet en vrai. Moi, j'ai foi en Regragui, il faut voir si le prochain match, il aura plus de finition. En tout cas, pour moi, il a été plus absent lors de ce match, je suis d'accord, mais c'est le 9 du Maroc. Et j'ai des attentes envers lui, on verra ce que ça donne. Tu vois. Ok, très bien, très bien. Ok, alors petite rubrique MPP. MP pense. Vous allez être choqués, il y a eu tellement de rebondissements. Ah ouais. Pas du tout. Le classement n'a absolument pas changé. Après, faut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés en cours de route. Il y en a qui ont commencé dès le premier match, ceux qui ont commencé dès les phases de poule et qui ont misé sur. Et il y en a qui flopent. Il n'y a pas d'excuses. Il y en a beaucoup qui flopent aussi. Mais en tout cas, niveau classement, Massi lose, la team lose, toujours là. Toujours avec ses 1801 points.
Urban Müller, je le disais la dernière fois, normalement, il n'est pas censé être très fort, mais franchement, il est fort. Et il n'a pas aimé que je dise ça, donc respect Urban, bravo. Franchement, bravo, mec. Franchement, bravo. Ça sent le pacte. Et Big Moons, toujours là, 1588 points. Peut-être qu'on va le voir après. C'est Big ça. Peut-être qu'il va faire une apparition aujourd'hui sur un point sur l'Algérie. Peut-être. Et je voulais aussi féliciter Walid aussi. Franchement, je sais que tu viens d'arriver. Je viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Je suis bas dans le classement. Tu as fait que les huitièmes et tu as eu 8 sur 8. Tu as eu que des bons pronos pendant les huitièmes. J'ai eu j'ai eu 2 bons pronos. Non, j'ai eu la moitié. Non, toi tu parles des scores exacts. Moi, je te parle des bons pronos. Ça va, ouais. T'as quand même eu que les bons pronos, que les bonnes équipes qui gagnent. Pour moi, tu peux faire partie de Wasta. Non, mais score exact, doucement. Moi, score exact, ouais. Doucement. Je crois que j'aurais dû te confier le compte Wasta MPP. Ouais, j'aurais dû reprendre ça. Ça nous aurait fait monter dans le classement. 570 points. Bravo. Okay. Nous, on reste 11e. Okay. Et je voulais aussi parler d'un choker, Relati, qui de base ne suit pas le foot et qui, à chaque MPP, je sais pas comment il finit premier. À chaque MPP, Euro, Coupe du Monde, je sais pas quoi, il finit premier. Et là, il est quand même 6e. Il a quand même 1460 points. Donc, je voulais juste... rappeler à quel point il choke. Exactement. Dire que c'est un vrai choker. Respect. Mais que d'habitude, il fait pas ça. Donc, je m'attends à mieux. Okay. Et aujourd'hui, honnêtement, je vais pas citer les plus nuls parce que... ça sert plus à rien, franchement. Franchement, ça sert plus à rien. Vous êtes trop nuls. Abandonné. Même pas besoin de vous citer, honnêtement. Parfait, maintenant alors on va partir sur notre analyse des affiches des quarts de finale et j'aimerais qu'on donne un peu nos pronostics. Ouais. Je pense que l'analyse on l'a déjà faite, on va donner nos pronostics directement sur ce qu'on a déjà dit. Très bien. Commence avec le premier match. Sénégal-Mali. Sénégal. Ouais. Moi, je pense que ça va être un gros duel, les Sénégalais et les Maliens. C'est un peu les mêmes, non ? Piéger. C'est le quart du Mafé. Et moi, rien que pour ça, le Sénégal, on se doit de les battre. Vous devez proposer un meilleur Mafé. Donc, celui qui gagne, il prend le Mafé. Le Mafé lui appartient, c'est ça ? Littéralement. C'est ça. Mais non, je vois clairement, malgré on s'est fait peur là, contre le Soudan, justement, tant mieux qu'on ait encaissé ce but-là rapidement. Normalement, on va être conscient de ça et éviter de le faire contre le Mali. Ouais. Donc, je pense que c'est le match parfait pour se mettre en confiance et aller en demi. Aller en demi, c'est ça. Sénégal. Ouais, moi, je pense qu'on est tous d'accord. Surtout quand on regarde le niveau du Mali sur le dernier match. Toutes les équipes qui se qualifient, ça reste logique. Et je pense que pour la suite aussi. Ouais. On va voir, là, parce Sénégal, que là, dans les affiches, j'aimerais bien comprendre. Sénégal-Mali... Pour moi, c'est le seul match sur les 4 où il y a peut-être un peu moins de discussion. Mais les autres, je suis d'accord, totalement. Les autres, le choix va être difficile. Ouais, exactement. Donc, je pense qu'on part tous sur le Sénégal. Ça ne sera pas un match facile, à mon avis. À moins qu'ils se réveillent vraiment. Parce que honnêtement, les gars, s'ils veulent, le Sénégal, ils peuvent taper le Mali. S'ils recommencent à bien jouer, à bien combiner, ils peuvent les taper. Je suis d'accord. Mais vu qu'ils ne sont pas dans cette dynamique... On peut s'imaginer un match un peu compliqué, peut-être un but d'avance. Je ne sais pas si ça irait au prolong ou au péno. Je ne pense pas, honnêtement. On n'espère pas, parce qu'on en a marre de voir des longs matchs où il n'y a pas de but. C'est ça. Et en plus, il y a ça aussi. Nous, on n'a pas fait de prolongation lors du dernier match, contrairement au Mali. Donc, normalement, on est censé être plus en forme qu'eux, tu vois, avec de meilleures jambes. Donc, il faut voir. Faut pas oublier que le Mali a joué 120 minutes avec un carton rouge dès la 22e. Donc, je pense qu'ils sont bien cramés, franchement. Donc, pas d'excuses non pour le Sénégal. Bloc bas pour le Mali. C'est sûr. Ok, le match d'après, là, on va voir. Toi, tu me parles de logique. Égypte-Côte d'Ivoire. Ça, c'est très compliqué. Très compliqué. Parce que, comme je dis, la Côte d'Ivoire, moi, je les vois favoris dans ce match. Je pense que c'est les favoris de ce match. L'Égypte. L'histoire. T'aimes l'histoire, toi. Oui, l'Égypte tape tout le temps la Côte d'Ivoire. Genre, c'est vraiment leur bête noire. Ouais. Non, je pense que ça va être un match qui va se jouer, qui va se disputer. Je pense que la Côte d'Ivoire, vu les qualités qu'ils ont montrées, ils partent favoris. Mais l'Égypte peut vraiment les mettre en danger. Moi, en fait, je vois pas l'Égypte éliminée. Et je vois pas la Côte d'Ivoire éliminée non plus. Donc quoi, ça irait au péno, tu penses ? Oui. Ça,
Je pense que ça irait au péno. Ouais, honnêtement, ça se peut. C'est un match qui pourrait aller au péno, effectivement. Donc, Ou soit les pénaux, ou la Côte d'Ivoire passe. Ok. Bah, pour moi, là, par rapport à la performance en 8e, comme vous avez dit, la Côte d'Ivoire par favori. Mais je vais rester sur le prono que j'avais déjà donné l'autre fois. Pour moi, c'est l'Égypte qui va passer quand même. Tu vois. Ça se peut. Pour moi, c'est l'Égypte qui passe. Ok. Moi, je pense que je suis plus team Côte d'Ivoire aussi. Ouais, moi aussi. Franchement. Bah, ça va être un match très compliqué. Encore une fois, les deux peuvent passer. Mais je sais pas. Honnêtement, ce que je vous dis, la Côte d'Ivoire, je les vois monter en puissance. L'Égypte, je les vois pas monter en puissance. C'est ça. La Côte d'Ivoire, c'est de mieux en mieux. L'Égypte, c'est un peu constant. On a le même niveau qu'ils ont montré pendant les phases de poule. Ça veut dire que c'est pas exceptionnel, mais ils arrivent quand même à sortir des matchs et réussir à gagner. Après, tu vas en prolongation contre le Bénin. Ouais. Pendant que la Côte d'Ivoire tape 3-0, le Burkina, je sais pas. Ouais. Moi, je vois plus la Côte d'Ivoire passer. Moi aussi, mais ça va être un match difficile, c'est pas évident. Très, très beau match. Match suivant, du coup. Cameroun-Maroc. Aïe, aïe, aïe. Bah, pour moi, disons Marley, le Maroc passe, mais ça va être un très gros match. Ouais. Il faut qu'il fasse gaffe. Tu vois, pour moi, si le Cameroun mène en premier, ça peut être un match très bizarre pour le Maroc. Ils n'ont pas intérêt à encaisser. S'ils encaissent en premier le Maroc, franchement, le Cameroun, ça va être une équipe qui va, jouer en contre. Ce match-là, je pense que c'est le genre de match qui peut aller en prolongation. Okay. Moi, je vois ce match aller en prolongation. Oui. Je vois ce match peut-être même aller au tir au but. J'ai vraiment beaucoup de mal à départager tous les matchs. Non, mais surtout ce match-là. Moi, ce match-là, je le vois vraiment aller en... C'est le match que je vois aller en prolongation. Après, c'est sûr que le Maroc a des qualités, les a montrées un peu moins sur le dernier match. Mais le Cameroun, si on prend les dernières rencontres des deux équipes, le Cameroun a plus son épingle à tirer du jeu. Est-ce que ça va être le cas ? Surtout que le Cameroun, ils ont déjà joué une grande équipe qui est l'Afrique du Sud. Ouais. C'était pas un match facile, ils sont sortis. Le Maroc, en vrai, c'est leur premier vrai gros match. Bon, après, ils ont quand même joué le Mali en deuxième match, mais est-ce que le Mali est au niveau d'un Cameroun ou d'un Afrique du Sud ? Je pense pas. Ouais. Donc ça va être un vrai test pour eux. Moi, honnêtement, je les vois passer aussi. Franchement, je vois le Maroc passer sur celui-là. Mais je pense que ça va être très compliqué. Très compliqué. Ça pourrait même aller au péno, en fait. Franchement, avec ce que tu as dit, je suis même en train de peut-être de retourner ma veste et de me dire que peut-être c'est le Cameroun qui va passer. Cameroun, une équipe qui adore éliminer le pays organisateur, encore une fois. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, moi je vois pas le Maroc se faire sortir là tout de suite, honnêtement. Ouais, moi non plus, mais je vais mettre mon prono sur le Cameroun. Ok. J'ai l'impression que peut-être aux prolongations, au penalty, mais quoi qu'au penalty... Bono, mec. Au penalty, Bono. Bono et le peuple marocain derrière tout le monde. Ouais. Ça peut être à double tranchant. C'est vrai, ça va être. Est-ce que ça met trop de pression ? Est-ce que ça va... je pense que c'est pas une bonne idée pour le Maroc d'aller au péno. S'ils arrivent au péno, je leur souhaite pas. La pression qu'ils vont avoir. Je leur souhaite pas d'aller au péno. Compliqué. Ça va être un match très compliqué. Ok. Dernier match du coup, Algérie-Nigeria. Est-ce que c'est pas le plus gros match ? Je sais pas. Peut-être parce que je dis ça parce que je suis algérien, mais... je pense que les deux plus gros matchs, ça va être... Égypte, Côte d'Ivoire et Algérie-Nigeria. Ah ouais, moi j'aurais dit Cameroun-Maroc. Cameroun-Maroc aussi. Pareil, ouais. Cameroun-Maroc. Et Algérie-Nigeria, moi je pense que les deux matchs du deuxième côté, c'est ceux qui... Pour moi, en tout cas, les matchs où j'ai le plus de mal à y voir clair. Ouais. Moi, je trouve Égypte-Côte d'Ivoire, ça se complique. Ouais, non, c'est un gros match. C'est un gros match. Après, bon, c'est subjectif. Toi, t'en penses quoi, Babacar, Algérie-Nigeria ? La dernière fois, tu as parié sur le Nigeria, j'ai ta feuille juste ici. Ouais. Brûle la feuille. Regarde, justement, par rapport au 8e, là, je reste sur Nigeria. Je comprends. Je reste sur Nigeria, évidemment, l'Algérie est une équipe bien plus compliquée que le Mozambique, ça c'est certain, tu vois. Mais par rapport à la performance de l'Algérie face au Congo, ça reste le Congo justement aussi, grosse équipe défensive au niveau du bloc bas, tout ça. Je vois quand même le Nigeria dans le sens où, offensivement, en fait, c'est beaucoup trop fort là, sur la compétition actuellement. En tout cas, je vous le souhaite, que l'équipe me fasse dire le contraire. Mais actuellement, je vois le Nigeria quand même. Ouais.
Je comprends. On parlait du Maroc tout à l'heure sur le fait qu'ils n'avaient pas eu de gros matchs et de gros adversaires. C'est le cas pour le Nigeria. Ouais, littéralement. Le Nigeria, on est leur premier gros match. Donc on les a vus rouler un petit peu sur toutes les équipes. Mais là, ça va être pour moi le premier gros défi pour eux. C'est l'Algérie. Donc ça va être un peu le test pour eux. Ouais. Espérons qu'ils échouent le test. Mais je pense que ça va être un match très intéressant justement à travers ça. C'est pour ça que si on prend les 2 derniers matchs dont on a parlé, ça va être les matchs les plus intéressants parce qu'on va voir les 2 équipes qui ont eu un parcours avec des équipes assez faciles en phase 2 et qui ont pas eu de mal, à part le Maroc sur le dernier match. Et une Algérie qui est quand même fatiguée aussi, qui a joué 120 minutes. Et qui a perdu des joueurs aussi. Qui a perdu des joueurs. On a perdu Hadjam, Ben Nasser. Ben Nasser officiel, il joue pas. Ben Nasser, on n'a pas eu de nouvelles d'informations. Il est sorti en se touchant la cuisse. C'est jamais bon signe, ça. Ouais, c'est sûr. Ça va être un match difficile pour l'Algérie, surtout vu le dernier match face au Congo. Mais on en a parlé en off. Le Congo, c'est pas le Nigeria, ça va pas être le même jeu. Il va peut-être y avoir un peu plus d'espace pour l'Algérie. Et je trouve que en termes de solidité d'équipe, le Congo est plus solide que le Nigeria. Ouais. En termes de défense, c'est robuste. Parce que le Nigeria, ils ont une attaque incroyable. Ils ont la meilleure attaque de la compétition. Mais pour le reste de l'équipe, c'est un petit peu déséquilibré. Ouais. Comparé au Congo, c'est vraiment on a joué une équipe. La défense, mais au niveau du milieu de terrain, quand même, c'est un nom, tu vois, des Ndidi, Wobi, justement. Moi, je pense que notre défense va vraiment être mise à l'épreuve pendant ce match. Le seul point où j'ai peur pour l'Algérie, c'est vraiment en termes de jeu de tête, parce que contre le Congo, on s'est fait avoir dans tous les camps. Et Osimhen, il est très fort. Il est très fort. Les coups de pied arrêtés, ça va être à surveiller. À voir ce que Petkovic va réserver comme compo pour l'Algérie. C'est toujours le gros suspense. Qu'est-ce qu'il va nous mettre comme moi, je sais. Le Nigeria va s'entraîner aussi, du coup. Parce que s'il ne s'entraîne pas, ça peut clairement jouer aussi, ça, sur un match. Tu vois. Franchement, les gars, vous entraînez pas. Encore une fois. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas super confiant non plus. Après, on a dit un peu ça pour tous les matchs de l'Algérie. Nous, en tant qu'Algériens, on n'était pas confiants dès le début de la compétition. Je préfère pour l'Algérie ne pas être favori. Bien sûr. On ne dit pas le contraire, mais je dis qu'on rentre pas avec, on n'est pas confiant avant ce match, mais il faut quand même voir certaines belles choses, comme le fait que défensivement, on est de plus en plus solide. Plus les matchs avancent, plus on est solide. Le milieu, on concède très peu d'occasions. Le milieu aide beaucoup aussi, que ça soit défensivement, offensivement, même si c'était moins le cas offensivement sur le dernier match contre le Congo. Je suis pas aussi convaincu que toi, le Chak, la vérité. Défensivement, je vais te dire pourquoi. Je dis pas qu'on est incroyable défensivement. Belrali, il a montré de très très belles qualités. Belrali, moi, juste parce que j'en ai déjà parlé à la précédente émission, je voulais pas redire son nom dans mes tops. Mais mon top, moi, c'est clairement Belrali, il a été exceptionnel. Mais bon, on va passer là-dessus. Là où je veux en venir, c'est qu'on n'a pas eu une équipe qui attaquait. Vraiment, pour voir la solidité défensive. Ouais. Donc moi, vraiment, j'attends vraiment de voir le match qui arrive pour pouvoir être convaincu par la défense. Parce que pour l'instant, je ne suis pas convaincu à 100%. Mais une équipe qui attaque, ça te donne beaucoup plus d'options offensives. C'est ça. Offensivement aussi, on est pas mal. Et je trouve que l'Algérie, objectivement, en termes d'équilibre d'équipe, elle est plus cohérente que le Nigeria. Je comprends. On n'est peut-être pas aussi fort qu'eux offensivement. Mais elle est plus cohérente. Défense, mais milieu, dans l'ensemble, il y a peut-être un équilibre. Ouais. Mais bon, mais ça va être vraiment un match très difficile. Le Nigeria pourrait totalement nous taper. Dans les deux cas, le Nigeria n'a jamais eu l'Algérie et l'Algérie n'a pas encore eu le Nigeria. On n'a pas eu un adversaire comme le Nigeria. Pendant cette compétition. Donc ça va être un très très gros match. Donc vous restez sur l'Algérie ou Nigeria? Algérie. On peut pas miser contre l'Algérie. Algérie. Je suis d'accord. Algérie. L'algorithme ne nous autorise pas à faire ça. Babacar, je pense que le prochain, tu ne vas pas être invité. C'est contre l'Algérie. Babacar, non, moi j'avais dit, tu vois. Moi je trouve que ce serait beau la demi-finale, si ça peut se faire. Algérie-Maroc. Je sais pas si ça serait beau. Tu vois, si, ça serait un beau match. Ça serait exceptionnel. Ça serait un beau match. Là, comment on arrive et tout, tu vois, j'ai dit Maroc, mais en vrai, ça me choquerait pas que ça soit Cameroun-Nigeria à la fin, tu vois. C'est vrai. Ça se peut des deux côtés. Très bien. Dans tous les cas, on aura de très très belles demi-finales. C'est sûr. Dans tous les cas. Parfait. Merci beaucoup les gars, c'était un plaisir encore une fois. J'ai très hâte de voir ces matchs-là. Encore une fois, on a des matchs incroyables qui nous attendent. Et en plus, le prochain épisode, c'est bientôt là. Vu qu'il y a peu de matchs. Exactement, là on est en train d'enchaîner. On enchaîne. Donc j'espère qu'on vous régale en ce moment. Yes, nous on se régale en tout cas. Ouais, nous franchement, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Vraiment. On va continuer. Yes.
Parfait les gars, merci encore. Merci à vous. À la prochaine.